Aujourd'hui, je vous invite à poursuivre notre méditation autour du mythe d'Hercule qui nettoyait les écuries d'Augias, parce que vous allez voir qu'il y a encore énormément de choses à retirer symboliquement et énergétiquement de ce mythe des écuries d'Augias. Alors ne quittez pas, c'est aujourd'hui que ça se passe. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 128 du 28 février 2022, donc c'est le dernier jour du mois de février, et je suis vraiment très heureux de vous retrouver à nouveau pour poursuivre cette aventure des conversations du lundi qui, je vous le rappelle encore une fois, a commencé fin juillet 2019 et vous avez annoncé que je passerai 1 an en votre compagnie pour vous faire réfléchir sur les conditionnements que nous subissons et dont nous sommes victimes, entre guillemets, sans le savoir, et aussi pour savoir comment est-ce que nous pouvons mettre en place un processus de déconditionnement. Et je pense que la crise Covid-19 nous a offert un superbe terrain d'expérience pour nous rendre compte à quel point les mondialistes, cette minuscule minorité de criminels psychopathes milliardaires, ont usé et abusé de toute une série de stratégies inspirées de la psychologie sociale, inspirées de l'ingénierie sociale, inspirées des processus de manipulation de masse, les théories de management, ont usé de tout cela pour conditionner de plus en plus une bonne partie de la population, pour faire accepter à cette population des choses que la population n'aurait pas acceptées dans des conditions ordinaires. Donc je ne reviens pas sur toutes ces choses-là, et ça m'a fait vraiment très plaisir de voir à quel point vous avez reçu avec énormément d'enthousiasme ce décodage que j'ai fait du 5e travail d'Hercule, dans cette mythologie des 12 travaux d'Hercule, ce 5e travail qui consistait à nettoyer en une journée les écuries d'Augias qui n'avaient pas été nettoyées depuis 30 ans et dans lesquelles, parce qu'il y avait plusieurs écuries, dans lesquelles Augias possédait un grand nombre de bœufs protégés par 12 taureaux, comme je vous l'avais dit la semaine dernière. Et je vous avais dit, dans tout ce décodage qui finalement tombait à point nommé par rapport à cette transition que je vous avais annoncée la semaine précédente, et qui consistait à dire, voilà, on va s'arrêter maintenant de remuer la merde et de contempler la merde du monde. Il serait peut-être temps qu'on commence à préparer l'après-merde, l'après-crise, l'après-tentative d'instauration d'un régime totalitaire et de réenchanter nos vies et le monde. Et la transition, je vous ai proposé de la vivre avec moi en méditant sur ce travail d'Hercule qui consistait donc à nettoyer les écuries d'Augias. Mais en faisant cela, puisque comme je vous le disais, on ne peut pas imaginer de construire un meilleur monde, de réenchanter le monde, si on n'a pas fait un nettoyage en profondeur du monde actuel qui est, je dirais, perclus de défauts, de corruption, de méchanceté, de malveillance. Enfin bon, je pense que je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Mais je vous avais dit aussi que j'avais, je dirais, emporté par mon enthousiasme et mon inspiration, parce que vous l'avez remarqué, j'ai enregistré cette conversation en une seule traite. Il n'y a pas une seule coupe dans cette vidéo qui durait à peu près 45 minutes. Mais du coup, je me suis rendu compte pendant que je vous parlais qu'il y avait des informations que j'aurais pu aller vérifier et que j'aurais pu aller approfondir avant de vous parler
emporté par l'élan de mon enthousiasme. Et entre autres, je vous avais dit, tiens, c'est dommage, je n'ai pas été regarder quelle était la symbolique de ces deux fleuves que Hercule avait détournés pour nettoyer en une fois, en tout cas pour faire en sorte que les fleuves, qui sont deux dieux, en fait, ce sont des dieux fleuves, pour que ces deux dieux fassent le travail de nettoyage. Et je vous avais dit, je ne sais pas ce que signifie finalement, symboliquement, le fleuve Alphée et le fleuve Pénée. Pénée, P-E-N-E-E. Je vous avais dit aussi, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on parle d'écurie d'Augias alors que dans la légende, on nous dit que le roi Augias possédait des bœufs protégés par des taureaux. Habituellement, on aurait dit des étables. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'écurie? Et pourquoi 30 ans? Alors, ce qui évidemment me fait plaisir dans cette dialectique et dans cette dynamique que nous entretenons depuis des mois et parfois des années, c'est que vous êtes un groupe de personnes, vous êtes une communauté extrêmement réactive, extrêmement vivante. Et ce que j'apprécie énormément, c'est qu'il y a énormément de communication entre vous. Et je vous encourage vraiment à continuer à vous répondre les uns les autres. Ça se fait en plus dans une très grande bienveillance. De temps en temps, il y a un troll qui revient, chaque fois avec une identité différente. Et écoutez, franchement, c'est juste un seul bonhomme que nous sommes obligés, à chaque fois qu'on le repère ou chaque fois que vous le signalez, j'irais d'éliminer. Mais il revient à chaque fois, bon, je me demande à quoi qu'est-ce qu'il espère, mais bon, voilà. Mais à part ce bonhomme-là, qui est tout seul, moi j'apprécie vraiment beaucoup de voir que, vous avez été très nombreux à faire des recherches pour moi et à me donner un certain nombre de pistes pour comprendre ce que représentaient ces fleuves Alphée et Pénée. Et j'ai vu aussi que vous aviez apporté un certain nombre d'informations qui ont été reprises par d'autres et vous avez eu parfois des longs partages entre vous pour dire comment cette conversation avait trouvé des résonances à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que pour moi, ce sont de véritables conversations, ce ne sont pas des monologues, ce sont des conversations sous un mode un peu particulier, puisque moi je parle, mais après vous parlez, vous êtes en moyenne entre 600 et 1000 à laisser des commentaires sous chacune des vidéos sur la chaîne privée, et je prends chaque fois le temps, ça me prend à peu près, en moyenne ça me prend une journée complète pour lire l'ensemble des commentaires. Je réagis très rarement, mais je lis les commentaires, je lis les interactions que vous avez les uns avec les autres et ça me fait toujours très plaisir. Et en lisant tous vos commentaires, je me suis dit, on va continuer à méditer sur ce mythe des écuries d'Augias parce qu'il y a encore des choses que l'on peut retirer de ce mythe et ça va vraiment nous aider à encore mieux comprendre l'état du monde parce que je pense que les événements récents de l'Ukraine, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails, mais je voudrais quand même faire un lien avec ce qui se passe en Ukraine et nettoyer les écuries d'Augias. Je voudrais d'abord rappeler que Donald Trump, pendant les 4 ans où il a présidé les États-Unis, a à plusieurs reprises évoqué le fait qu'il était venu pour nettoyer le Marais. Alors, nettoyer le Marais, bon, on sait ce que c'est un marais, ce sont des eaux stagnantes, très souvent le Marais ne sent pas très très bon, et donc c'est une connotation plutôt négative lorsqu'on évoque un marais, et quand Donald Trump dit « moi, ma mission, c'est de nettoyer et d'assécher et d'assainir le Marais », on comprend très bien que c'est quelque chose qui est très proche de la mythologie grecque, de ce travail d'Hercule consistant à nettoyer les écuries d'Augias. Mais ce qui est intéressant en termes de synchronicité, c'est que 3 jours après que je vous ai proposé cette conversation de lundi dernier, donc du 21, donc 3 jours après, le jeudi 24, on a la Russie et Poutine qui décident
de faire des frappes chirurgicales en Ukraine. Alors, évidemment, si vous écoutez le narratif des médias officiels, vous n'allez évidemment de nouveau rien comprendre. C'est un peu lorsque le Covid est arrivé, si vous vous étiez contenté d'écouter le narratif officiel, vous auriez très vite relevé le fait qu'il y avait beaucoup d'absurdités et beaucoup de choses qui n'avaient pas de sens. Même chose, ici, tous les médias en chœur sont en train de pointer du doigt et en train d'accuser Poutine, alors que si on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire, je ne vais pas développer aujourd'hui parce que j'aimerais rester sur la symbolique des écuries d'Augias, mais je voudrais quand même vous donner quelques références sous cette vidéo qui vous permettront de vous faire une idée alternative, si vous ne vous êtes pas encore fait une idée, de ce qui se passe réellement en Ukraine. Et en fait, il faut savoir que l'Ukraine a fait l'objet d'un coup d'État de la CIA en 2014, où la CIA a remplacé le dirigeant de l'Ukraine qui était élu démocratiquement. C'était peut-être pas le meilleur dirigeant du monde, mais enfin, c'était un élu démocratique, je dirais, enfin, il avait été élu démocratiquement, je ne sais pas s'il était démocrate, mais enfin, il avait été élu par le peuple ukrainien pour présider à la destinée de l'Ukraine. Et en 2014, la CIA a organisé un coup de déstabilisation, comme ils en ont le secret, pour mettre à la tête de l'Ukraine un néo-nazi et pour permettre à l'Ukraine de se doter d'une milice militaire qui ne se cache même pas d'être néo-nazi. Et depuis ce temps-là, l'Ukraine a abrité et a accueilli un certain nombre de laboratoires de manipulation génétique, de laboratoires biologiques, qui travaillent à la mise au point d'armes bioterroristes, biotechnologiques. C'est-à-dire que le sale boulot que cette minuscule minorité de criminels, psychopathes, milliardaires veulent faire, ils ne le font pas dans leur propre pays. C'est-à-dire que ces laboratoires ne sont pas situés aux États-Unis, au Canada, en France ou ailleurs. Ils sont situés dans des pays où le regard de la loi et les réglementations sont beaucoup plus lâches. Et c'est tout bénéfice, évidemment, pour ces salopards de faire le travail, de mettre au point les prochaines armes bioterroristes pour provoquer la prochaine pandémie, puisque, si vous ne l'avez pas entendu, Bill Gates a annoncé que s'en venait très rapidement une nouvelle pandémie. Donc, on va demander à Bill Gates quelles sont les coordonnées de son voyant extra-lucide, mais c'est clair que quand Bill Gates annonce ce genre de choses, c'est parce que ça fait partie de leur plan. Mais sur quoi vont-ils s'appuyer pour mettre en place une nouvelle pandémie, dont ils espèrent qu'elle sera plus mortelle que la précédente, qui a finalement raté son coup pas mal? Eh bien, c'est d'aller s'appuyer sur les travaux de laboratoire comme ceux qui se trouvent en Ukraine. Et ce qui est intéressant de remarquer, donc vous le verrez dans les articles dont je vous laisserai les références, c'est que Poutine a visé dès le départ et a bombardé, a détruit de façon extrêmement précise les emplacements des laboratoires biologiques qui se trouvaient en Ukraine. Et il s'attaque spécifiquement et uniquement à la milice néo-nazie et aux dirigeants néo-nazis. C'est tout. Et il n'y a rien d'autre. En faisant cela, on pourrait dire, et je vais m'arrêter là, que Poutine est en train de faire la même chose que ce que Trump disait qu'il faisait ou qu'il allait faire, c'est-à-dire nettoyer le marais. C'est-à-dire nettoyer un pays comme l'Ukraine de toute la fange néo-nazie qui était en train de se préparer pour le prochain coup d'État contre les peuples du monde et pour accélérer la mise en place d'un gouvernement mondial, puisque c'est toujours ça qui est en jeu, si vous voulez. Et c'est intéressant parce que dans un des articles dont je vous laisserai les coordonnées,
on parle aussi de mouvements militaires chinois au niveau de Taïwan. Et Taïwan serait lui aussi un endroit où l'État profond du sud-est asiatique est en train de préparer aussi des sales coups pour faire leur coup d'État d'instauration d'un gouvernement mondial. Donc en fait, c'est intéressant parce que en fait, vous voyez que pour l'instant, Trump, Poutine et Xi Jinping sont tous les trois en train de nettoyer les écuries d'Augias, les écuries du monde, de telle sorte que les plans de cette minuscule minorité de criminels psychopathes milliardaires ne puissent plus aboutir parce qu'ils seront privés des moyens qu'ils voulaient mettre en œuvre pour mettre la population en état de choc et finalement apporter la solution. Vous vous souvenez ce que je vous avais raconté il y a quelques semaines, problème, réaction émotionnelle, solution. Mais si on leur enlève à ces gens-là la capacité de créer des problèmes de toutes pièces parce qu'on détruit leur laboratoire avant qu'ils ne puissent s'en servir, il n'y aura plus de réaction de la population, donc il n'y aura plus de solution non plus qui tiendra. Ça va ? Bon. Je ferme ma parenthèse, mais je trouvais ça intéressant quand même en termes de synchronicité qu'il y ait eu cette concordance et ce rapprochement temporel entre mes propos sur les écuries d'Augias et l'invasion, enfin non, c'est même pas une invasion, c'est l'opération militaire de Poutine vis-à-vis de l'Ukraine. Voilà. Je précise, en passant, avant que vous ne preniez votre clavier pour m'injurier ou pour m'accuser de je ne sais pas quelle intention, que je ne suis pas quelqu'un qui est plus pour Trump que pour Biden. Bon, Biden, on sait très bien qu'il est pourri. D'ailleurs, je rappelle que son fils recevait énormément d'argent de l'Ukraine depuis des années et des années, le fils de Biden, et que les États-Unis ont exporté énormément des dizaines de tonnes d'armement en Ukraine pour faire leur sale coup dans la région. Donc, c'est clair que le lien entre Biden et l'Ukraine, il est extrêmement clair. Mais ce n'est pas pour autant que je vais vous dire « Trump, Poutine et Xi Jinping vont nous sauver ». Ça, c'est la thèse d'Alexis Cossette-Trudel, que je respecte beaucoup. J'espère qu'il a raison, mais en ce qui me concerne, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je ne veux léguer et je ne veux déléguer mon pouvoir à aucun sauveur providentiel. Qu'il s'appelle Trump, qu'il s'appelle Poutine, qu'il s'appelle Xi Jinping, qu'il s'appelle Philippe Argilier, qu'il s'appelle Éric Fioril, qu'il s'appelle la reine Romana Divolo, etc., je ne veux pas donner mon pouvoir à qui que ce soit, parce que nous allons devoir reprendre le pouvoir en tant que peuple. Point à la ligne. Et il ne faudra compter sur personne. Donc, ne vous méprenez pas sur mes propos. C'est pas parce que je vous dis Trump, Poutine, Xi Jinping sont en train de nettoyer une partie du marais que je suis en train de vous dire faites-leur confiance. Je ne leur fais pas plus confiance. Peut-être que ces gens-là, ces trois que je viens de citer, sont eux aussi des mondialistes. Parce qu'eux aussi, peut-être, appellent de leur vœu un nouvel ordre mondial. Je rappelle quand même que Poutine a fait partie des Young Global Leaders du Forum économique mondial. Alors, c'est peut-être un mondialiste qui a des intérêts personnels ou des intérêts nationaux qui entrent en conflit avec les intérêts des Américains ou des Chinois, mais peut-être que ces trois-là visent autant le mondialisme que les autres pourris dont on connaît les noms et les identités. C'est pour ça que, vous voyez, c'est ce que je vous ai expliqué aussi dans mes dernières conversations du lundi consacrées à l'ingénierie sociale, c'est que dans l'ingénierie sociale, on fait croire à la population qu'il y a deux camps adverses et on impose, on demande à la population de choisir pour l'un ou pour l'autre camp. Et si un camp apparaît comme le mauvais, la population va se réfugier dans l'autre camp
Sauf que cet autre camp est aussi pourri que le premier parce que ces deux camps sont agités par le même marionnettiste qui est cette minuscule minorité de criminels psychopathes milliardaires. Et il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas tomber dans le piège de dire « Oh là là, Biden c'est un salaud, donc Trump ça va être mon sauveur, donc je vais confier ma vie à Trump. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est de sortir de ce dualisme, d'ailleurs j'y reviendrai dans la symbolique que je voudrais aborder maintenant, c'est que la réunion de ces deux fleuves justement. Pourquoi deux? Parce qu'un fleuve aurait pu suffire peut-être pour nettoyer les écuries d'Augias. Pourquoi est-ce que Hercule va détourner deux fleuves? Vous avez d'ailleurs bien rigolé quand je vous ai dit qu'il devait être ascendant Castor, parce qu'effectivement, pour faire un barrage, pour détourner un fleuve, il faut quand même être fortiche. Bon, voilà. Alors, ça m'est sorti comme ça. Je vous ai dit, il faut être ascendant Castor, mais vous avez été nombreux à me dire que vous aviez bien rigolé à ce mot d'humour. Pourquoi est-ce que Hercule sent la nécessité de détourner deux fleuves? C'est justement pour sortir de cette dualité dans laquelle nous sommes depuis la fondation du monde. Depuis la fondation du monde, au moment où... je vais reprendre le mythe, parce que c'est un mythe. Pour ceux qui croient encore que c'est une histoire réelle, je dirais qu'il faudrait peut-être revisiter vos conditionnements. Le mythe du paradis terrestre avec Adam et Ève. Ce qui avait été dit à Adam et Ève, c'est qu'ils n'avaient pas le droit de toucher à deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie qui leur aurait donné la vie éternelle. C'étaient les deux seuls arbres auxquels ils ne pouvaient pas toucher. Sinon, ils étaient totalement libres de faire ce qu'ils voulaient. Ils étaient nus, nous dit la Bible, et ils étaient en harmonie avec l'ensemble des animaux. Donc en fait, on est dans un monde où il n'y a aucun conflit, où il n'y a aucune opposition, et on est dans une authenticité totale. Adam et Ève sont nus, ils ne se cachent pas, ils n'ont rien à cacher en fait, et ils vivent en harmonie. Ils ne doivent pas travailler non plus, il suffit qu'ils tendent la main pour cueillir un fruit, se nourrir, donc pas de boulot de métro dodo. Il fait une bonne température toute l'année, c'est pas comme au Québec où il fait vraiment très froid cette année et il y a énormément de neige cette année, voilà. Donc probablement que le paradis terrestre n'était pas au Québec. Mais à un moment donné, Ève est tentée par le serpent qui l'invite à goûter du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis, elle propose à Adam de goûter lui aussi. Et c'est là que, d'abord, ce qu'on dit, c'est qu'une fois qu'ils ont mangé, ils prirent conscience qu'ils étaient nus. C'est-à-dire qu'ils prennent conscience à ce moment-là de leur caractère sexué. Vous vous souvenez que je vous avais dit il y a quelques semaines aussi que dans tous les mythes de création du monde, et pas seulement le mythe du paradis terrestre qui est le mythe fondateur des religions monothéistes, c'est-à-dire chrétiennes, musulmanes et juives, mais dans tous les mythes de création du monde, on nous parle de l'androgyne originel qui à un moment donné va être coupé en deux pour faire d'un côté un homme et de l'autre côté une femme. Et je vous disais, ça correspond au vécu intérieur de l'enfant qui jusqu'à l'âge de 3 ans se vit comme un androgyne, et c'est à l'âge de 3 ans qu'il découvre que le monde est coupé en deux, c'est-à-dire il y a les mâles d'un côté et il y a les femelles de l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'il prend conscience du caractère sexué de la vie, ne fût-ce que par le vocabulaire, puisqu'on dit « elle » pour les filles, on dit « il » pour les garçons, etc. Donc je ne reviens pas sur toute cette explication. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc, une fois qu'ils ont goûté du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils prennent conscience qu'ils sont nus. C'est-à-dire qu'ils prennent conscience, autrement dit, qu'ils ont un sexe, qu'ils sont sexués et qu'ils n'ont pas le même sexe l'un et l'autre. Bien, premier point. Deuxième point, qu'est-ce que ça veut dire prendre
goûter du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand on prend connaissance de l'arbre du bien et du mal, ça veut dire que là, on vient de vivre, d'entrer dans une dichotomie. Adam et Ève viennent de rentrer dans un monde où l'ensemble de la réalité va être classé d'un côté avec les choses qui sont bien et de l'autre avec les choses qui sont mal. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans une dynamique de jugement. Parce que c'est le jugement qui nous fait dire « Ah ben ça c'est bien, ça c'est pas bien » ou « ça c'est mal ». C'est quand on est dans le jugement. C'est des choses que j'ai enseignées très souvent aux parents que je formais à l'époque. Je formais des parents accoucheurs du potentiel de leurs enfants et j'insistais auprès des parents que je formais en leur disant si votre enfant vient de faire quelque chose qui vous a fait plaisir, par exemple, votre enfant a mis la table sans que vous lui ayez demandé. Mais plutôt que de dire « Ah, c'est bien, tu as mis la table ». Parce que c'est bien, tu as mis la table, c'est poser un jugement. Ce qui voudrait dire dans l'inconscient de l'enfant que le jour où il ne mettra pas la table, ce sera peut-être mal. Et là, on fait rentrer l'enfant dans des catégories bien-mal. Pourquoi ne pas dire tout simplement à l'enfant « Qu'est-ce que ça me fait plaisir que tu aies mis la table sans que je te le demande ?» Vous voyez la différence? Parce qu'à partir de là, il n'y a pas de jugement. C'est simplement, voilà, je te décris l'impact que ça a sur moi, émotionnellement, de constater que tu as mis la table sans que je te le demande. Et ça me fait plaisir. Je suis heureuse, je suis heureux de constater cela. De la même façon que je peux dire, je suis déçu, je suis fâché, je ne suis pas content de voir que tu n'as pas rangé ta chambre alors que tu m'avais promis de ranger ta chambre. C'est pas mal. C'est simplement, ça me fait de la peine. Je suis pas heureux, je suis fâché, je suis mécontent. Mais je t'aime tout autant. Ce qui nous amène évidemment à aussi regarder comment nous, en tant qu'êtres humains, en tant qu'adultes, nous n'arrêtons pas de qualifier les événements que nous vivons comme bien et mal. Vous vous souvenez de cette histoire, je l'ai déjà racontée plusieurs fois, mais je pense que c'est vraiment important parce que vous allez comprendre en quoi ça a un rapport avec les écuries d'Augias et en quoi ça a un rapport avec le fait de réenchanter la vie et le monde. Vous connaissez probablement cette légende que j'ai déjà racontée à plusieurs reprises de ce vieux fermier chinois qui était veuf, il n'avait qu'un fils, un cheval et un petit lopin de terre. Et un jour, le fils ferme mal la barrière de l'enclos où se trouvait le cheval, et le cheval s'enfuit dans les plaines. Et le village s'exclame « Oh, quel malheur s'est abattu sur ce vieux fermier !» Déjà qu'il était veuf, déjà qu'il n'avait qu'un cheval, il n'était pas très riche, et là maintenant ils n'ont plus de cheval pour labourer les champs, pour transporter la récolte jusqu'au marché du village. Oh là là, qu'est-ce que c'est malheureux! Et le vieux fermier qui entend ça dit « Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal? Je n'en sais rien. Je ne connais pas la fin de l'histoire. » Et de fait, quelques jours plus tard, le cheval qui s'était enfui revient, suivi d'une horde de 14 chevaux sauvages. Et en voyant ça, le fils ouvre tout grand la barrière et les 15 chevaux rentrent dans l'enclos. Le fils ferme la barrière. Le village, en voyant ça, dit « Oh, quel bonheur! Qu'est-ce que c'est bien! Maintenant, il est le plus riche de la région. C'est génial, si son cheval ne s'était pas enfui la semaine dernière, il n'aurait jamais été à la tête d'une horde de 15 chevaux. C'est génial. » Et le vieux fermier de dire au village, « Est-ce un bien? Est-ce un mal? Je n'en sais rien, je ne connais pas la fin de l'histoire. » Et de fait,
Dans les prochaines semaines, le fils qui essayait de dompter les chevaux sauvages, parce que comme vous le savez, un cheval sauvage, ça doit être débourré, ça doit être dompté, ça doit être calmé. Un cheval, au départ, n'accepte pas d'avoir quelqu'un sur son dos, donc il va ruer, etc. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Un des chevaux que le fils essaye de dompter rue, le fils tombe en arrière, se casse une jambe, et le village, voyant ça, dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est mal ! Oh, quel malheur s'est abattu sur cette ferme !» le vieux fermier qui était déjà si vieux et il n'avait que son fils pour l'aider. Et maintenant, son fils a une jambe cassée. Si le cheval n'était pas parti, n'avait pas ramené des chevaux sauvages, ben le fils ne se serait pas cassé une jambe. Qu'est-ce que c'est mal ? Et le vieux fermier de répondre, est-ce un bien, est-ce un mal que mon fils se soit cassé une jambe ? Je n'en sais rien, je ne connais pas la fin de l'histoire. Et de fait, la semaine suivante, une guerre est déclarée avec la province voisine. Et pour les besoins de la guerre, on enrôle tous les jeunes gens valides pour aller faire la guerre et peut-être risquer de se faire tuer dans cette guerre. Et le village de regarder le fermier et de dire « Ah, quel bonheur que son fils se soit cassé la jambe !» Parce que sinon, il aurait dû partir à la guerre et peut-être risquer de se faire tuer comme nos fils vont peut-être risquer de se faire tuer et nous ne les reverrons pas. Et le fermier de dire « Est-ce un bien, est-ce un mal que mon fils n'aille pas à la guerre ? Je n'en sais rien, je ne connais pas encore la fin de l'histoire. » Et si j'avais de l'imagination et si j'avais le temps, je continuerais à raconter l'histoire encore et encore. Mais qu'est-ce que cette histoire nous enseigne ? C'est que l'attitude du village qui consiste à juger, qui consiste à séparer les choses en bien et en mal, parce qu'ils ont goûté du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, ils sont enfermés dans un conditionnement qui fera qu'ils vont être ballottés par les événements de l'existence et ils ne sauront pas, finalement, rester centrés dans la dynamique de la vie, dans la fluidité de la vie, si vous voulez. Et c'est ça qui est arrivé à Adam et Ève. Et finalement, c'est ça le vrai péché originel. Le péché originel, c'est d'être rentré dans une dichotomie, dans une séparation du monde en deux. Où d'un côté, il y a le bien, de l'autre côté, il y a le mal. Et d'ailleurs, c'est le sens étymologique du mot « diable », parce qu'un diable, c'est « diabolos ». Dia, c'est à travers, comme une diapositive, et bolos, bolein, en grec, ça veut dire lancer. Donc, le diable, c'est celui qui lance à travers. Ouais, c'est celui qui sépare. Donc, le diable, quelque chose de diabolique, c'est quelque chose qui est séparateur, qui sépare le monde en deux, qui brise le monde en deux. D'ailleurs, Boleyn, on le retrouve dans le disco-ball, par exemple. Le disco-ball, c'est le lanceur de disques. Une parabole, c'est quelque chose qui lance des ondes, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui fait que, je reviens maintenant à cette dualité dans laquelle le monde est encore plongé. Et pour moi, j'ai la conviction profonde que si nous voulons vraiment réenchanter le monde, nous allons devoir apprendre à sortir de cette dialectique du bien et du mal. Nietzsche avait écrit un petit livre qui s'appelle « Par-delà le bien et le mal ». Et effectivement, Nietzsche disait « Si nous voulons être un humain plus qu'humain, si nous voulons vraiment accéder à ce que nous sommes appelés à être véritablement en tant qu'être humain, ce qu'il a appelé le surhomme, qu'on a mal interprété par la suite, et on a même récupéré les idées de Nietzsche pour faire le lit idéologique du nazisme, alors que, franchement, Nietzsche n'avait pas cette pensée et n'a pas élaboré sur le mythe du surhomme pour que ce soit récupéré par les nazis et pour, nourrir ce mythe de la race pure
ça n'avait rien à voir. Le surhomme, c'est celui qui devient ce qu'il est, celui qui devient cet être spirituel que nous sommes tous et que nous sommes appelés à retrouver si nous avons perdu cette connexion avec notre spiritualité. Alors c'est là que je vais remercier une nouvelle fois mon ami Philippe Bonato, mon ami astrologue. D'ailleurs, je vais vous laisser ses coordonnées si ça vous intéresse de travailler avec lui, parce que franchement, c'est un homme qui mérite d'être connu et vraiment faire votre thème astrologique avec lui, ça vaut vraiment le détour en tout cas. J'espère qu'il ne va pas être trop envahi par les demandes, mais bon, voilà, ça, c'est lui qui va gérer ça. Il ne me l'a pas demandé d'ailleurs. Hein. Il faudrait peut-être que je lui demande, Philippe, est-ce que tu es d'accord que je mette tes coordonnées? Bon. Mais Philippe m'a envoyé donc un courriel en disant j'ai écouté ta conversation du lundi, bravo, etc. Mais voilà les réponses aux questions que tu te posais. D'abord, on parle d'écurie d'Augias et pas d'étable d'Augias parce que même si effectivement Augias, d'après Philippe Bonato, avait 3000 bœufs, il y avait aussi dans ces écuries des cavales. Et comme le dit Philippe, les cavales symbolisent les idées produites par le mental inférieur. Les cavales sont capables de s'auto-reproduire. Ce n'est pas comme les chevaux qui ont besoin de s'accoupler, mais les cavales sont capables de s'auto-reproduire. C'est une idée qui en pousse une autre, qui en pousse une autre, et qui crée le brouillard mental. Et le mental non relié au divin, et c'est pour ça qu'on va avoir besoin des deux fleuves divins pour venir nettoyer tout ça, le mental coupé du divin, c'est-à-dire le mental inférieur. Le mental, lorsque nous sommes coupés de notre essence spirituelle, eh bien, c'est ça qui produit les excréments nauséabonds. Et pour moi, ça fait beaucoup de sens déjà, de me dire qu'effectivement, si nous devons réenchanter le monde, le premier travail que nous allons devoir faire, c'est de nettoyer notre mental. Mais nettoyer le mental inférieur, c'est justement ce mental qui s'amuse en permanence à juger « Ah, ça c'est bien, ah, ça c'est mal, ah, ça c'est bien, ah, ça c'est mal ». Regardez le nombre de fois, moi y compris, nous avons dit « Oh là là, mais quel connard celui-là, Véran, Trudeau, Legault, Arruda, etc., etc. Mais quel connard, mais c'est con, c'est pas bien ça, c'est scandaleux, etc. » On est tout le temps dans ce jugement. Plutôt que de dire « ça me met en colère, ça m'affecte, ça m'attriste », ça on peut le dire. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai dit « j'ai un coup de massue sur la tête ». Je ne vous ai pas dit que c'était bien ou mal ce que Trudeau avait fait avec les camionneurs et avec les sympathisants du mouvement. Je vous ai dit, j'ai pris ça comme une massue, comme un coup de massue sur la tête. Et je suis encore knock-out. Ça, on a tout à fait le droit. Et d'ailleurs, je vous encourage à exprimer vos ressentis émotionnels. Mais sortons du jugement, parce que tant que nous sommes dans le jugement, nous sommes dans le mental inférieur qui va produire une idée, qui en produit une autre, qui en produit une autre, qui en produit une autre, etc. et qui produit finalement tous ces excréments nauséabonds. On pourrait d'ailleurs se demander dans quelle mesure la planète, la première maladie de la planète, avant même que ce soit la corruption, ce ne serait pas effectivement toutes les pensées négatives qui sont émises en permanence par l'ensemble des êtres humains sur la planète. Et pour moi, c'est vraiment ça le péché originel d'Adam et Ève. C'est d'avoir coupé le monde en deux, en le séparant et en étant dans le jugement. Donc ça, pour ça, moi je suis déjà très content parce que pour moi, ça fait beaucoup plus de sens, effectivement, de parler des écuries d'Augias. Bon, pourquoi 30 ans? Bon, ça, c'est une petite plaisanterie d'astrologue. C'est parce que il y a 30 degrés dans chaque signe astrologique. On est dans la symbolique du Verseau, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, et chaque signe
à 30 degrés, puisque 12 fois 30, ça fait 360, et comme vous le savez, 360 degrés, ça fait un cercle entier. Voilà. Bon, donc, on ne va pas s'attarder sur les 30 degrés du Verseau. Par contre, on peut s'attarder sur la symbolique du Verseau. Alors, je vous l'avais dit la semaine dernière, le Verseau, c'est représenté par deux lignes ondulées parallèles qui représentent effectivement deux cours d'eau. Alors, même si le Verseau, effectivement, n'est pas un signe d'eau, hein, ça, on le sait, c'est un signe d'air, mais malgré tout, ce sont deux, je dirais que c'est le plus aquatique des signes d'air, hein, pour le dire de cette façon-là. Mais quand on regarde la symbolique, la représentation complète du Verseau, en fait, le Verseau, c'est un être androgyne. Tiens, c'est marrant, on revient à cette notion d'androgyne. C'est pour ça que je vous ai reparlé d'Adam et Ève, parce qu'effectivement, quand vous regardez les représentations du Verseau, c'est difficile de déterminer si c'est un garçon ou une fille. Et d'ailleurs, c'est fait exprès parce que le Verseau est androgyne. Et le Verseau a sur son épaule droite, son épaule droite, je dirais une jarre. Alors, l'épaule droite, évidemment, qu'est-ce que ça représente? Bon, c'est proche de son cerveau droit, donc c'est tout le cerveau intuitif, c'est tout le cerveau relationnel, si vous voulez. Et donc, il a une jarre d'où s'écoulent deux flots intarissables. Et ces deux flots, ce sont les deux fleuves Alphée et Pénée. Donc, on y arrive à Alphée et Pénée. Alphée et Pénée, ce sont deux dieux dans la mythologie grecque. Alphée représente le principe masculin et il est lié à la planète Mars. Pénée est lié au principe féminin et est lié à la planète Vénus. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, pour nettoyer les écuries d'Augias, pour nettoyer notre monde qui est pas mal nauséabond depuis pas mal de centaines d'années, nous allons devoir mettre en œuvre deux énergies complémentaires. L'énergie martienne, c'est-à-dire l'énergie de vie, l'énergie de vitalité, l'énergie d'entreprise aussi. Hein, Mars, c'est une planète d'action. C'est une planète émissive. Et nous allons devoir mettre aussi l'énergie d'amour. Et nous ne pourrons pas nettoyer notre monde si nous ne mobilisons pas à la fois l'énergie de vie et d'action et l'énergie d'amour et de bienveillance. Et c'est pour ça que Hercule va avoir besoin de détourner les deux fleuves. Parce que l'action sans l'amour, c'est Poutine, pour l'instant, qui est en train d'aller bombarder les laboratoires de biologie. Voilà, on ne discute pas là, on les bombarde, on les détruit, et puis c'est bon. Mais si ça ne s'accompagne pas d'une démarche d'amour vis-à-vis du peuple qui souffre depuis des années, et d'aller apporter de la bienveillance au peuple, on aura eu juste Mars, mais sans avoir Vénus. Et quand on y réfléchit, c'est grâce à la conjonction du masculin et du féminin, mais le vrai masculin et le vrai féminin, l'archétype masculin et l'archétype féminin, c'est en faisant cela que l'on fait exploser les barrières du mental, qu'on fait exploser le mental inférieur, qu'on sort de cette dichotomie où, depuis Adam et Ève, on a séparé le monde en deux, le bien et le mal, on se met au-delà du bien et du mal. Et comme je vous l'avais dit la semaine dernière, finalement, ce n'est pas Hercule qui a fait le travail. Lui, il a mis en place les circonstances qui étaient nécessaires pour que la force de vie et la force d'amour puissent venir balayer, si vous voulez, ce mental inférieur qui était
en train de produire des pensées diaboliques, au sens étymologique du terme. Alors, évidemment, comme me le dit Philippe Bonato, il dit il est mentionné qu'Hercule décloisonne les écuries en ouvrant toutes les stalles afin d'y faire pénétrer ce flot d'énergie spirituelle. Ainsi, le travail d'Hercule se fait tout seul et la seule responsabilité du verseur d'eau, c'est-à-dire du verseau, c'est de tenir son yin et son yang en équilibre. Et ça, je pense que c'est une clé absolument fondamentale pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, pour les prochaines années. Si nous voulons véritablement réenchanter le monde, nous allons devoir apprendre l'art de l'équilibre, de la justesse, même pas de la justice, de la justesse. D'avoir en permanence les forces de destruction et les forces de construction. On retrouve ça aussi dans le symbolisme et dans la religion hindoue, puisqu'on a d'un côté Shiva, qui est le dieu de la destruction, et Vishnu, qui est le dieu de la construction. Et puis vous avez, si mes souvenirs sont bons, Brahma, qui est l'équilibre entre les deux. Et ayant été en Inde à plusieurs reprises, je peux vous dire que Shiva est un dieu qui est extrêmement vénéré. Parce que les Indiens, et ceux de la religion hindoue, reconnaissent la nécessité de détruire ce qui est nocif, ce qui est nauséabond. Ce qui fait que réenchanter le monde, ce n'est pas rentrer dans un monde de bisounours, pour ceux qui auraient cru que c'était ça qui allait se passer. Nous allons devoir éroder nos réactions égotiques, par exemple. Donc on va devoir, non pas détruire l'ego, parce que nous avons besoin d'un ego pour entreprendre, mais nous allons devoir éliminer tout ce qui empêche nos cœurs de se rencontrer les uns les autres. Et c'est ça la symbolique. Et donc d'équilibrer à la fois la destruction et la bienveillance, la vie et l'amour. Et en faisant ça, on s'éloigne et on éloigne de nous les haines, les jugements hâtifs, les envies de pouvoir, en somme tout ce qui nous met dans une séparativité, nous, les êtres humains, les uns par rapport aux autres. Parce que finalement, qu'est-ce qui fait que nous sommes séparés les uns des autres? C'est le jugement que nous portons les uns sur les autres. Si nous n'avions plus de jugement les uns sur les autres, nous ne serions plus séparés. Nous n'aurions plus l'illusion que nous sommes séparés. Ça va? Alors, ce qui est très drôle aussi, et de nouveau ça c'est peut-être une synchronicité, c'est que Mars et Vénus, dans le ciel, vont se rencontrer, donc vont être conjoints, donc ils vont être exactement au même degré du ciel, le 6 mars prochain, donc c'est dans quelques jours. Et ce qui est intéressant, les rencontres entre Mars et Vénus, comme ce sont des planètes qui tournent très vite autour du Soleil, ça arrive assez souvent, parce qu'il y en a une qui tourne plus vite que l'autre, donc régulièrement, elles se croisent un jour ou deux, et puis elles se décroisent, et puis elles vont se retrouver, etc., et ça va fonctionner comme ça. Mais cette fois-ci, Mars et Vénus vont être conjoints le 6 mars, au moment précis où ces deux planètes rentrent dans le Verseau. Bon, donc ça c'est un petit clin d'œil qui pourrait nous évoquer le fait que il y a peut-être quelque chose d'important qui va se passer en termes de nettoyage des écuries d'Augias. Et peut-être qu'au niveau planétaire, quelque chose de l'énergie du Verseau va pouvoir être activé. Voilà, mais ça, c'est juste pour ceux qui sont férus d'astrologie.
Pour terminer, j'aimerais encore faire mention d'autres remarques que certains d'entre vous m'ont faites à propos d'Ida et de Pingala. Alors, pour ceux qui ne sont pas coutumiers de ces termes, Ida et Pingala, ce sont deux, comment est-ce qu'on appelle ça maintenant? Ce sont deux nadis, ce sont deux méridiens énergétiques qui partent tous les deux du plancher pelvien et qui remontent le long de la colonne vertébrale en se croisant à plusieurs reprises et viennent terminer au niveau des narines. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 nadis qui montent. Il y a Ida, Pingala, donc Ida, Pingala font comme ça, jusqu'au cerveau et jusqu'aux narines. Et puis, vous avez un troisième qui s'appelle Sushumna. Et Sushumna, c'est ce qui monte en ligne droite au niveau de la colonne vertébrale. Et lorsqu'il y a un réveil d'énergie au niveau de Sushumna, c'est à ce moment-là qu'on parle d'une montée de Kundalini. Bien. Alors, je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails de ce genre de choses, mais si vous reprenez le fleuve Alphée, qui est donc le principe masculin qui est lié à Mars, eh bien, ça, c'est lié à Pingala. Et Pingala prend sa source à la droite de la colonne vertébrale, va monter et donc il va monter en croisant plusieurs fois. Donc, il va illuminer le cerveau gauche, c'est-à-dire le cerveau rationnel de l'être humain, et va se terminer dans la narine droite. Ça, c'est le principe masculin. C'est le principe d'action. D'ailleurs, ce qui est intéressant au niveau médical, c'est que en médecine chinoise, Pingala, c'est ce qui est en lien avec le système orthosympathique. Et le système orthosympathique, c'est le système dans le corps qui produit l'adrénaline et qui est activé lorsque nous sommes en train de travailler, en train d'agir, en train de bouger, etc. Donc, en fait, pour l'instant, je suis beaucoup plus en sympathicotonie, en orthosympathicotonie, qu'en parasympathicotonie, qui est la pédale de frein, si vous voulez, dans le corps humain. Dans le corps humain, il y a une pédale d'accélérateur et une pédale de frein. La pédale d'accélérateur, donc, c'est le système sympathique ou orthosympathique, et c'est le principe masculin, c'est le principe d'action. Donc, en fait, on retrouve dans la médecine chinoise la même symbolique que ce qu'on trouve dans le mythe grec d'Alphée. Péné, je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est le principe féminin lié à Vénus. C'est le principe d'amour. Ça, c'est Ida. Et Ida, c'est le vaisseau qui part à gauche, donc toujours depuis le plancher pelvien, mais il va démarrer à gauche, puis il va croiser la colonne vertébrale à plusieurs reprises, va venir illuminer et activer le cerveau droit, c'est-à-dire le cerveau intuitif, et va terminer sa course dans la narine gauche. Et Ida est le principe qui va activer et qui va être en lien avec le système parasympathique. Le système parasympathique, c'est le système qui est activé chaque fois qu'on a besoin de se reposer. Vous savez, même quand on a envie de continuer à travailler, et puis à un moment donné, on tombe, on tombe la tête dans nos cahiers ou sur notre travail, etc., et on se réveille plusieurs heures plus tard, et bien ça, c'est un coup d'Ida, c'est un coup du système nerveux parasympathique qui a décrété que là, vous aviez vraiment besoin de vous régénérer. Ça, c'est le principe féminin, c'est le principe qui consiste à prendre soin, voyez? Donc, quand on est dans l'action, on ne prend pas soin de son équilibre, mais quand on est trop dans la réparation non plus. En fait, le tout, un être humain, équilibré, c'est un être qui est capable d'agir quand c'est nécessaire d'agir et qui va se reposer quand c'est nécessaire de se reposer. Et lorsque
dans des circonstances très particulières d'éveil de conscience, la personne est capable d'activer la montée d'énergie en ligne droite au niveau de la Kundalini, qu'on appelle aussi Sushumna, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on a une élévation de conscience, c'est à ce moment-là qu'on a une illumination, qu'on a une connexion avec notre divinité. Et c'est là où finalement, les deux fleuves qui ont fait leur travail ont permis que le mental inférieur soit désactivé au profit de cette élévation de conscience et de cette reliance avec notre caractère supraconscient ou notre caractère divin. Dernière petite remarque, pour vous montrer à quel point notre monde est pourri et qu'il est temps qu'on opère ce travail intérieur d'abord, parce que si nous ne nettoyons pas toutes nos pensées inférieures qui produisent des excréments nauséabonds, eh bien je pense qu'il n'y a aucune chance que nous vivions un jour dans un monde qui correspond davantage à nos aspirations. Mais pour vous montrer à quel point les choses sont pourries, c'est que quand je vous fais ce signe-là, vous vous souvenez peut-être que Hermès, qui est Mercure, qui est le messager des dieux, qui est aussi le messager et le transmetteur de la sagesse médicale dans la mythologie, Hermès a un caducée. Et ce caducée, c'est un bâton avec deux ailes au bout, et vous avez deux serpents qui s'entrecroisent à plusieurs reprises, et qui représentent Ida et Pingala. Avez-vous déjà regardé le caducée des médecins, des pharmacies, dans le monde occidental? Il n'y a rien qui vous a frappé? Est-ce que vous vous souvenez que depuis au moins un siècle, la médecine ne représente plus son emblème qu'avec un seul serpent autour du caducée, et plus deux. Donc on pourrait se demander, mais est-ce que c'est fait exprès? Ma réponse est oui, ça a été fait exprès. Ça date de l'époque où Rockefeller et Carnegie cherchaient des débouchés pour leurs entreprises chimiques et ont décidé d'investir massivement dans les facultés de médecine des États-Unis dans un premier temps, en leur promettant énormément d'argent à condition qu'ils n'enseignent plus toutes les médecines naturelles, toutes les médecines holistiques, les médecines intégrales, pour favoriser dans l'enseignement de la médecine uniquement la médecine allopathique, qui est une médecine extrêmement masculine. Donc, je veux bien parier que le caducée des médecins, des pharmaciens, c'est le caducée qui porte Pingala, c'est-à-dire le principe masculin, principe de destruction, le principe qui consiste à guérir et à soigner les maladies en détruisant les symptômes, en détruisant les bactéries, en détruisant les virus. Ça ne vous dit rien, ça? C'est sur ce principe qu'est fondée toute la médecine occidentale allopathique. C'est sur la destruction, c'est sur la lutte contre les virus, les bactéries, les champignons, contre les symptômes, contre la fièvre, contre les douleurs, plutôt que de se mettre à l'écoute, avec amour, avec bienveillance, de ce que le corps est en train d'essayer de nous dire. Et ça, c'est Ida, l'autre serpent du caducée. Et je pense qu'il serait vraiment important, si un jour nous voulons repenser ensemble la médecine de demain, de remettre le vrai caducée, le caducée originel, pour la médecine de demain. Et pour répondre à la question, est-ce que c'est fait exprès? Ben oui, parce que Rockefeller et Carnegie étaient des gens qui étaient des grands initiés. Je vous rappelle qu'ils faisaient partie des réseaux francs-maçonniques. Et dans les réseaux francs-maçonniques, on apprend tous ces symbolismes, si vous voulez.
Et donc il savait très bien ce qu'il faisait en supprimant un des 2 serpents du caducée pour imposer la médecine moderne. Alors vous allez me dire, ouais, mais enfin les médecins ne sont pas conscients de ça. Non, mais nous avons toute une série de choses, toute une série de connaissances inscrites à l'intérieur de nous dans notre inconscient qui entrent en résonance avec les images qui nous sont envoyées. Et même si nous ne sommes pas capables consciemment de décoder les images, nous sommes imprégnés par ces images. Et nous sommes finalement déviés dans notre pratique, là je parle des médecins, des pharmaciens, sans savoir pourquoi nous avons dévié autant de la bienveillance vis-à-vis des patients et des malades. J'espère sincèrement que ce nouveau décodage ou ce complément de décodage fait grâce à toutes vos remarques et grâce aussi aux remarques de Philippe Bonato, j'espère sincèrement que ça va vous permettre de continuer à méditer sur le travail qui nous attend. Nous ne sommes pas des Hercules, mais nous avons au moins 12 travaux à effectuer pour nettoyer le monde et pour permettre au nouveau monde de naître dans de meilleures conditions que ce que nous sommes en train de vivre actuellement. La vie et l'amour. Donc si vous n'avez qu'une chose à retenir de cette conversation d'1 heure aujourd'hui, c'est nous allons devoir détruire et nous allons devoir manifester de l'amour et de la bienveillance en même temps. Et nous ne pourrons pas faire l'économie de la destruction d'un certain nombre de choses. Quand je vous disais il y a quelques semaines qu'il faudra terrasser toute cette vermine, je suis très sérieux quand je vous dis ça. Et en même temps, nous allons devoir manifester énormément de bienveillance les uns vis-à-vis des autres et en commençant par nous, en faisant l'exercice. Et vous allez voir que c'est un exercice qui n'est pas si simple que cela. Observez-vous et écoutez-vous pendant 1 semaine. Et regardez combien de fois vous avez posé des jugements du style « Ah, ça c'est bien. Ah, ça c'est pas bien. Ah, ça c'est dégueulasse. Ah, ça c'est chouette. » Et apprenez à changer votre vocabulaire, plutôt en disant « Ça me fait plaisir, ça me touche. » ou « Ça m'attriste, ça me met en colère. » Rien que ça, c'est déjà faire un premier pas pour réenchanter votre vie et, je l'espère un jour, réenchanter le monde. J'espère que vous partagerez énormément cette vidéo dans votre entourage et j'espère aussi pouvoir lire tous vos commentaires et lire surtout comment cette nouvelle vidéo a trouvé une résonance à l'intérieur de vous. En tout cas, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas que nous avons besoin d'équilibre entre l'action et l'amour.